Notre troisième panel, le parcours francophone, objectif ou idéal. J'ai le plaisir d'accueillir en avant de la salle, de la grande visite, la directrice générale de la FCFA du Canada, Suzanne Bossé. Il y a aussi un monsieur Yves Saint-Germain d'Intégration Bordsé et du CIC. Je crois que nous avons Michael Hand avec nous de l'Université du Nouveau-Brunswick et Elena Prokopenko, ainsi que Denis Prudhomme et Monsef Lacroix. Je vous laisse avec cette joyeuse gang présidée par Mme Stéphanie Beck, sous-ministre adjointe au service ministériel de CIC, coprésidente du comité CIC-CFSM. Notre troisième panel débute à cette heure. On se voit à la télé. Hein? Ben, bonjour tout le monde. Merci d'être revenu après avoir mangé. Oui, encore plus proche. Non? Les micros. Testing. Et le technicien étant disparu. Et pourtant? Comme ça va? Non plus? Essaye le tien. Oui. Ah, ça marche? Oui. Bon. On va faire pass the microphone. C'est un jeu qu'on fait ce genre de choses. Oui? Non? Mais je suis nulle, hein, apparemment. Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être revenu après avoir mangé. C'était excellent. D'ailleurs, je ne sais pas qui a organisé, mais félicitations. Je suis non seulement sous-ministre adjointe des services ministériels à Citoyenneté et Immigration Canada, mais je suis aussi, j'ai le plaisir d'être la championne des langues officielles chez nous. Donc, ça fait partie de mon travail journalier, non seulement de promouvoir les activités comme ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, mais aussi au sein du ministère d'être certain que les gens soient bilingues et qui pratiquent et qui s'amusent et qui s'enthousiasment avec le bilinguisme au ministère de Citoyenneté et Immigration. J'ai aussi le grand plaisir d'être la coprésidente du comité CIC-CFSM avec mon collègue M. Ibrahima Diallo que vous avez vu ce matin. Alors, déjà, c'est la 9e édition, imaginez-vous, de cette journée. Alors, nous sommes heureuses d'être là pour travailler à favoriser une compréhension commune des défis et les enjeux qui sont devant nous. Et il y en a beaucoup, d'après ce qu'on a entendu ce matin, et d'ailleurs, toutes les autres conférences auxquelles nous avons le plaisir de participer. Et comme le ministre l'a dit tantôt, l'immigration francophone est une priorité pour nous, bien sûr pour mon ministère, mais aussi pour le gouvernement du Canada. Et une journée de réflexion comme celle-ci nous aide à mieux viser comment on fait pour nos priorités dans les années qui suivent. Alors, sans plus tarder, nous allons vite fait, parce que nous sommes déjà un petit peu en retard, nous allons sauter tout d'abord dans la première présentation de Mme Bossé et M. Saint-Germain qui vont nous expliquer... Oups, il n'y a pas sur le... Voilà, le survol de l'offre de services d'établissement. Un volet très important du travail de CIC. Voilà. Good luck. Merci. C'est un grand plaisir qu'aujourd'hui, on vous présente un survol de l'offre de services, Suzanne et moi. Mais avant de commencer dans le détail sur ce que ça veut dire, j'aimerais peut-être donner un petit peu de contexte. Donc, ce survol de l'offre tient compte que on parle ici du programme d'établissement, le programme d'établissement qui est financé par Citoyenneté et Immigration Canada. Comme vous savez peut-être, le programme d'établissement, c'est 600 millions de dollars par année qui sont investis à l'extérieur du Québec. Le Québec a sa propre entente et gère ses propres services d'intégration. Il y a environ 600 fournisseurs de services qui donnent des services d'accueil, d'intégration, accès au marché du travail, formation linguistique, connexion communautaire à travers le pays. Et on estime qu'environ 50 fournisseurs de services francophones font partie de ces 600-là. Rappelez aussi que le programme d'établissement est un programme qui est éligible aux résidents permanents, donc les réfugiés et les résidents permanents, mais les services ne peuvent être offerts aux étudiants internationaux, aux travailleurs à l'étranger, ni aux citoyens canadiens. Donc, c'est important. L'autre chose qui est importante aussi à noter, c'est que c'est un survol des services financé par CIC. Mais il faut se rappeler aussi que l'immigration étant de compétences partagées dans certaines provinces, les services sont aussi soutenus par la province. Donc, en Ontario, par exemple, en Alberta et d'autres provinces, il y a des services complémentaires qui sont offerts. Le survol ne tient pas compte des services qui sont offerts par la province. Alors, et vous rappelez en terminant que lorsqu'on va parler des centres de ces services-là,
On a regardé l'ensemble de la couverture, c'est-à-dire que ce soit des partenaires communautaires, des partenaires dans le domaine de l'éducation, des partenaires dans le secteur, il y a quelques partenaires dans le secteur privé. Donc, c'est la desserte complète des services financés par CIC. Alors, je passe la parole à Suzanne. Merci, rebonjour tout le monde. Merci Yves. Alors, vous avez, je crois, la copie du PowerPoint justement dans vos pochettes. Nos objectifs de présentation aujourd'hui, tout d'abord, présenter les constats préliminaires provenant d'une cartographie des services en français dans les communautés francophones en situation minoritaire. Partager les faits saillants concernant les besoins francophones qui ont également été identifiés lors des sommets régionaux sur l'établissement. On en a eu à l'automne 2014, ainsi que dans le cadre des consultations de CIC sur l'immigration francophone hiver et printemps 2015. Et enfin, dernier objectif de notre présentation, susciter une discussion sur les composantes d'un parcours francophone en matière d'immigration, y compris les limites de celui-ci. Donc, à la fin de l'été dernier, début de l'automne, CIC et la FCFA ont déterminé de donner suite à cette initiative qui avait été identifiée dans le cadre du plan de travail 2013-2018 du comité CIC-CFSM. Comité CIC-CFSM, pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un comité qui réunit 7 directions à CIC ainsi que 7 partenaires intervenants communautaires pour justement mener à terme et atteindre les objectifs qui ont été identifiés, entre autres, dans la feuille de route pour les langues officielles 2013-2018. Donc, c'est une cartographie des services d'établissement français qui a été un exercice qui a été mené conjointement par la Fédération et le ministère auprès des 13 réseaux en immigration francophone dans nos communautés. À l'été 2014, donc, les RIF ont effectué cette cartographie pour évaluer l'étendue des services d'établissement en français offerts par des fournisseurs de services francophones dans nos communautés et avec comme objectif d'avoir une meilleure idée aussi des besoins, des réalités en cette matière et, bien entendu, d'être capable d'identifier les lacunes aussi. La prestation de services d'établissement en français par des fournisseurs de services francophones est bien sûr déterminante pour, les nouveaux arrivants qui ont ainsi accès à des services en français qui sont adaptés à leurs besoins. 2, pour les communautés elles-mêmes, puisque ça renforce leur capacité pour accueillir et faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants francophones. Et 3, bien entendu, la rétention dont on a beaucoup parlé ce matin pour justement tisser des liens durables entre les nouveaux arrivants et les communautés comme telles. Un tableau qui vous donne le nombre d'immigrants francophones au Canada sur une base annuelle et vous pouvez voir que ces nombres-là n'ont pas beaucoup augmenté là, entre 2006 et 2013. On est passé de 1,3% à 1,6% des environ 250 000 immigrants qui sont accueillis au Canada. Alors, vous savez que notre cible, il y a la cible de 4% d'immigrants économiques francophones qui a été identifiée dans le cadre de la feuille de route actuelle. Et en général, ça fait très longtemps que les communautés on vise un minimum de 4,4% d'immigrants francophones sur une base annuelle dans nos communautés. Vous avez maintenant ce nombre d'immigrants francophones par province et territoire. Et vous pouvez voir que les nombres sont assez importants en Ontario. Vous verrez que dans le centre-sud-ouest en particulier, il y a des nombres assez importants. En Alberta, bien entendu, bon, il y a quand même le contexte économique qui fait une différence importante. Ici,
On peut dénoter que la cartographie nous a bien démontré une grande variation, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de surprises dans cette salle, une grande variation de l'offre de services en français. Les services d'établissement, bien entendu. Et vous pouvez voir que par type de service, celui où on trouve le plus grand nombre de fournisseurs est pour l'information et l'orientation. Alors que quand on parle de travailleurs d'établissement dans les institutions scolaires et quand on parle de tout ce qui touche la formation linguistique, qu'elle soit en anglais ou en français, on peut voir que on a de grandes lacunes. Par exemple, pour les travailleurs d'établissement dans les institutions scolaires, on sait que c'est un service qui est très peu accessible dans nos communautés. Pourtant, un tel service peut favoriser une meilleure intégration et surtout une rétention des immigrants. Au niveau des cours de français, on parle ici des services en français les moins accessibles. Pourtant, les cours de français, les cours d'anglais sont vraiment nécessaires en termes de maîtrise d'une des deux langues officielles pour réussir sur le marché du travail. Donc, la formation linguistique et les travailleurs d'établissement qui sont les services qui comptent le moins de fournisseurs francophones. Parmi nos constats, pour continuer, donc l'information, l'orientation, l'évaluation des besoins et l'aiguillage et les connexions communautaires sont des activités de programme qui comptent le plus de fournisseurs de services francophones. Il n'en demeure pas moins que les services d'évaluation et d'aiguillage sont tout de même peu accessibles dans cette province, ce qui est une lacune importante pour assurer un arrimage avec les communautés elles-mêmes. Les services liés à l'emploi sont peu offerts dans cette province et région. Et parmi les fournisseurs de services non francophones connus des RIF, de nos réseaux, 10 ont des liens avec les communautés. Parce qu'on sait que, justement, on a parlé aussi beaucoup ce matin de sensibilisation, l'importance de la collaboration. Alors, on peut voir ici quels peuvent être les impacts aussi d'une absence de connaissances ou de lien entre les fournisseurs de services et les communautés. Les travailleurs d'établissement dans les institutions scolaires comptent parmi les services les moins offerts, je l'ai mentionné, avec 8 régions, provinces qui n'en ont aucun. Et j'ai parlé aussi des cours de formation linguistique déjà. Donc, pour poursuivre sur la cartographie, donc malgré le fait qu'il y a une grande expansion des services d'établissement en français au cours des années, là, depuis 2003, là, certains pionniers comme mon collègue Guy Roussier, qui était là au tout début, je pense qu'on dépensait des très petites sommes en services au tout début. Ce qu'on constate, c'est que les fournisseurs de services francophones, malgré cette expansion-là, n'offrent pas encore tout le continuum de services. Donc, dans certains cas, ils donnent un service, soit l'aiguillage, ou ils donnent un service d'orientation, mais ils ne donnent pas de service lié à l'emploi parce qu'ils sont trop petits, ils n'ont pas la capacité, ou parce qu'ils ne sont pas en contrat de service pour cela. La qualité des services en français fait en sorte qu'elle peut être offerte par les fournisseurs de services bilingues ou multilingues. Donc, cette qualité-là peut varier. Et le manque d'informations en temps opportun et adéquat en français sont parmi des préoccupations qui ont été exprimées par plusieurs représentants des communautés en situation minoritaire. Un autre constat, c'est que à travers cette première cartographie, on n'avait jamais fait cet exercice-là avant. Il y a certaines localités qui reçoivent pas vraiment, qui n'ont pas de service d'établissement en place, mais qui reçoivent quand même des immigrants francophones de façon continuelle. Alors, on constate qu'à Surrey, en Colombie-Britannique, le sud de la Saskatchewan, Bolt-Estevan, Brantford, dans le sud-ouest de l'Ontario, Brockville, Peterborough, Picton, Thunder Bay, Sydney, partout à Terre-Neuve et Labrador, ce sont des exemples d'endroits où il n'y a pas encore de services francophones, mais il y a par contre des immigrants francophones qui s'y établissent. Donc, il y a l'aspect aussi que certains services en français peuvent être offerts par des fournisseurs de services bilingues, mais encore là, ça repose sur une offre inégale de services parce que on a le bilinguisme, bien sûr, les ententes de contribution, mais dans certains cas, ça repose sur des ressources assez limitées.
Donc, l'automne dernier, comme vous savez, on a eu tenu des sommets régionaux en établissement. Ça a permis de demander à tous les intervenants quels étaient les besoins. Donc, ça a permis une discussion plus ciblée sur les besoins des nouveaux arrivants francophones et puis une meilleure représentation du secteur. Ce qui est ressorti, c'est que une meilleure accessibilité puis une plus grande visibilité des services en français, ça devrait être une priorité. Dans certains cas, ils existent, les services, mais les immigrants se rendent compte, si j'avais su, j'aurais profité des cours de formation linguistique qui étaient offerts dans ma communauté, je ne savais pas. Ensuite, il y a une meilleure collaboration qui est certainement nécessaire entre les fournisseurs de services francophones et anglophones et ou bilingues, et une plus grande flexibilité de services selon les besoins du client est nécessaire. Enfin, il y a une plus grande offre de services linguistiques par les fournisseurs de services francophones, en termes d'apprentissage, de perfectionnement des langues officielles, serait sûrement bénéfique. D'autres besoins identifiés pour suivre la cartographie, c'est que quand ce qui a trait aux services liés au marché du travail, à l'entrepreneuriat, toute la préparation au marché du travail, il y a une plus grande offre de services serait un grand besoin. Enfin, la promotion des communautés francophones comme communauté d'accueil et en matière de sensibilisation de la population aux retombées positives de l'immigration francophone est nécessaire pour s'assurer qu'on a cette avenue à deux voies là, où la communauté accueille et favorise l'intégration. Le meilleur aiguillage des immigrants francophones vers les services en français est aussi important et il doit être bien mieux compris par les fournisseurs de services non francophones. Enfin, on parle de mieux outiller les fournisseurs de services francophones pour que ceux-ci soient davantage en mesure de répondre à l'ensemble des besoins des immigrants francophones. Donc, peut-être vous partagez une vision embryonnaire de qu'est-ce que pourrait constituer un parcours francophone, parce que là, on a regardé l'offre de service, mais on se demande, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'immigrant francophone qui passe à travers le système? Comme le ministre Alexandre me disait, afin que les communautés puissent bénéficier mieux de l'immigration comme autant les communautés anglophones, et c'est important que la prestation d'une gamme complète de services d'établissement aux immigrants francophones soit offerte par les fournisseurs de services francophones. Donc, le ministère est intéressé à développer de ce côté-là. Le parcours francophone, en résultant, pourrait assurer un lien plus stable et continu entre les immigrants francophones et les communautés tout au long du processus d'établissement en favorisant les étapes suivantes. Donc, ce qu'on voit, c'est que d'abord, ça prend une prise de contact très tôt dans le processus entre les immigrants francophones et les services offerts. Et ça pourrait se faire dès les services de pré-arrivée qu'on vient de lancer, par exemple. Ensuite, un meilleur aiguillage de ces immigrants-là vers les services disponibles en français. Par la suite, de s'assurer qu'il y a un suivi du client. Lorsqu'on réfère le client, s'assurer qu'il revienne et qu'il continue son parcours francophone. Ensuite, une meilleure collaboration des fournisseurs de services francophones et non francophones pour s'assurer que lorsque le service n'est pas offert en français, qu'on puisse accompagner le client dans un autre fournisseur et qu'il revienne. Ensuite, une meilleure coordination de la prestation des services, incluant ceux qui sont offerts et financés par les provinces et territoires. Ça devrait nous amener à une meilleure rétention des immigrants francophones dans les communautés. Je passe la parole à Suzanne pour le parcours Vision FCFA. En fait, c'est certain qu'on partage ce qui est indiqué comme parcours vision de CIC. Mais ce qu'on ajoute à ça, c'est oui, mais des fournisseurs de services par et pour les francophones. Une approche du continuum dans tous les secteurs de la francophonie. Donc, on parle d'éducation, de santé, de petite enfance, de justice, développement économique, etc. Une approche par et pour en matière d'immigration francophone qui résultera en des liens accrus entre les immigrants et les communautés sur le continuum de l'immigration. Les immigrants connaîtront les services en français, Yves en a parlé, dans le secteur d'établissement. Les communautés auront les ressources et les capacités pour offrir des services de qualité pour répondre aux besoins des immigrants, y compris dans les régions rurales ou éloignées, qui font souvent partie de notre réalité. Et une collaboration entre tous les acteurs et les intervenants en immigration francophone, et ceci, bien entendu, dans le plein respect de la dualité, donc reconnaissance des contextes et des réalités spécifiques à chaque communauté linguistique. Donc, pour terminer, on vous laisse avec quelques questions à considérer. Et des questions qu'on se pose et vous êtes là pour nous aider. Et ça fait partie d'ailleurs des consultations qui ont cours sur le continuum de l'immigration. Alors, comment assurer un meilleur accès des immigrants aux services en français
et s'assurer qu'il y ait des liens plus forts avec les communautés en général. Ensuite, selon la perspective qu'on a présentée, quelles seraient les limites de ce parcours francophone, de votre point de vue? Comment est-ce qu'on pourrait combler cette collaboration entre les fournisseurs francophones et les autres fournisseurs de d'autres manières? Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Suzanne-Yves. Alors, gardez les questions en tête, mais nous allons procéder au prochain panéliste et on va pouvoir poser des questions à la fin. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses dont on peut discuter. Alors maintenant, nous avons le professeur Michael Hahn avec Elena Prokopenko, son adjointe administrative. Et Michael va parler en anglais, donc vous pouvez mettre les écouteurs qui sont disponibles en arrière parce que la pauvre interprète, là, elle travaille depuis ce matin et personne ne l'écoute. Alors, vous faites un effort. Merci beaucoup. What did she say? Because the interpreters are great. We want to hear them, right? So get your earphones on. Oh, you want the clicker. Good afternoon, everyone. A little bit of a story to start. When I was 14, my Dutch Protestant parents had a choice before them. They had to decide whether or not they would put me into a summer-long French immersion course or put me on a job site building barns. Today is one of the many days that I think they made the wrong decision, but I have an offer for any of you. If anyone in here is willing to teach me French, I can help you with any of your agricultural construction questions. This project is funded by CIC, and we thank them for that. And it also denotes somewhat of a new direction in the type of research that I do. So that's why I invited just about everyone I know to co-author with me, because each of them had something to add to the project. What we're interested in here is identifying the extent to which community characteristics, particularly whether or not a community is an official language minority community, how that affects immigrant retention. So we look at immigrant retention. This might seem weird now, but I'll explain it more in a moment. We define immigrant retention at the provincial level, looking at neighborhoods, municipality characteristics. Okay? So the research questions that we'll have time to focus on today are the ones that we have in red. First of all, how many Francophone communities are there outside of Quebec? Second, Anglophone communities within Quebec. It probably won't surprise anyone in this room to find out, but it did surprise me that there's no clear consensus on what a Francophone minority community is. Similarly, for an Anglophone community within Quebec. Second, which I won't be able to speak too much today, where do Anglophone and Francophone immigrants settle? How does this differ from where Anglophone and Francophone communities are located? So are these things magnets for people? We're interested in recruitment and also retention. How about that recruitment component? It's in the report, but it won't show up today. Finally, what are the individual and community characteristics that predict retention? So, here we go. Who cares? Well, everyone in this room cares, I hope. You're still here, so that's a good sign. But partially kidding, but you know, in terms of a neoclassical labor economist view, why do we care about the community characteristics of where an individual lives? If Fort McMurray requires a worker, why shouldn't that worker just be free to move there? This is the neoclassical labor economics perspective to some extent. Well, as many of us probably know, and I'm not making fun of neoclassical labor economists. Are there any in the room, by the way? No. Okay. Good. I took a risk. But there's more to this. I mean, we're talking about institution building. We're talking about community. We're talking about history, legacy, part of what makes Canada what it is. So it really matters to move beyond these sort of short-sighted labor economics policies to think about the greater good. So it matters, this community characteristics. In revitalizing OLMCs, official language minority communities, is therefore important.
So the Government of Canada, as we heard at noon, seems to support this. Coming from Atlantic Canada as well, we have a lot of official language minority communities. So it seems as though the region is also quite concerned, and I suspect the rest of Canada is as well, but I'm just speaking from my Atlantic Canadian perspective. So here we now get ourselves mired into conceptual murkiness. What is an official language minority community? Well, CIC in 2006 defined it as all Francophones living in provinces and territories other than Quebec. They're considered to be part of a Francophone minority community. Well, that definition is probably wide enough to drive a truck through. And you know, if you think about it, it would almost be difficult to identify a community that is not a Francophone minority community. So we probably need to move a little bit more in terms of discretionary purposes to identify perhaps a few areas that aren't Francophone minority communities, just so we can look at the differences between them. So in consultation with CIC, what we did for this project is defined an OLMC as any census subdivision or municipality that has 10% of its population or 1,000 people living in that region. Okay, so the idea was that we wanted there to be enough people around so that if an individual arrived on the scene and they wanted to speak French, there would be a few people around them so that they'd be able to receive at least some of their services in French, and then they'd be able to carry out a conversation. You know, they'd have to probably work a little bit to seek out the people that they were interested in talking to, but they'd be able to find them. When we use this definition, and you know, the other side of it, of course, is that we wanted to have a definition where every province had at least a few OLMCs, so that was the last criteria. And when we use this definition, I'll see if I can use the laser, we find that every single jurisdiction, every province anyway, has at least some official language minority categories over time. The smallest group is Newfoundland at a consistent 10, but overall, it's possible for an immigrant to land in any province in an OLMC. CIC was interested in this. It was a national study. We thought it was important as well as a driver for what we were up to. So when you look at what an OLMC is, now all of a sudden you can talk about whether this is a good definition or not, and we did play around a little bit, but it's a definition. Almost as complicated as defining an OLMC is defining what a Francophone immigrant is. There are all sorts of again definitions floating around, and I won't bore you with the details. The one that we chose to use is anyone who self-reports that they're able to speak English in Quebec or French in the rest of Canada. So a Francophone immigrant in the rest of Canada, Anglophone immigrant, if they report that they can speak English in Quebec. This is a problematic definition. We're aware of it. People will often believe that they could speak English or French, and then they'll come to, just like today, I thought maybe I could speak French, and then I realized I had to go to the back corner to get a translation thing. You realize over time necessarily that you're not able to keep up with the language, even though you initially think that you can. The data sources, and I won't bore you with the details of what we did with the data, but effectively we took landing records that CIC collects, linked them to tax files that the Canada Revenue Agency collects, and that's what created our individual level data set, which allowed us to track people over time, because anyone who fills out a tax return must put down their 6-digit postal code, so we know where an individual lives once they list their postal code. We have a series of community level characteristics, because we wanted to identify OLMCs versus non-OLMCs. And we took this from the census. So we have landing records linked to tax returns at the individual level. And then on top of that, we took community level characteristics from the census. Boundaries, geographical boundaries change all the time. So we made boundaries that coincided with 1991 geographical distinctions. So a census subdivision in 1991 is the same as a census subdivision in 2006. Then we did a bunch of statistical stuff that Elaine has volunteered to describe in great detail. She's panicking. And then what we do is we looked at 4 different immigrant landing cohorts over the first 5-year period.
because our analysis suggested that if an immigrant family is going to move, particularly across provinces, it's most likely to occur in the first 5 years. So by looking at the first 5 years, we can identify an awful lot of what's happening with immigrant movement. And, the underlying question here is, how can we use immigration to vitalize and revitalize official language minority communities? Well, part of the answer to that question is identifying whether or not people stay in an OLMC. So the main findings, I'm sorry, I have to apologize for the font, and I'll zoom through some of these quite quickly, and I'll probably spend a little bit more time on the next slide, because I suspect that's probably more interesting to people in the room. As you get older, you become less likely to move. And I don't just mean off the couch, I mean move across provinces. Second, you're less likely to leave the province in which you land if you have children. I think this is really interesting, particularly in smaller jurisdictions. Children build social capital. They introduce you to people. So what you're likely to do is build a community through your children to some extent. Highly educated people are more likely to outmigrate, at least in the first 5 years. That's probably because there's a higher level of labor market disequilibrium amongst people with lots of education. Things settle down after the first 5 years, but initially there's more movement. Immigrants with higher incomes are more likely to stay. Refugees have the highest outmigration rates, probably a function of the settlement process. Family class has the lowest, again, probably a function of the settlement process. Francophone immigrants have higher retention rates in Quebec than they do in the rest of Canada, And bilingual immigrants are more likely to stay in Quebec than Francophone immigrants. So there's an added bonus to being bilingual in Quebec, it appears, for retention. Finally, Anglophone immigrants and those who speak neither official language have the highest provincial retention rates in the rest of Canada. So you can see there's some evidence of immigrants secondarily migrating around the country, which has implications, I think, for OLMCs. Community level characteristics. High home ownership communities, census subdivisions, have higher retention rates. High human capital communities have high retention rates, and we defined a high human capital community as one with a lot of university degree holders. This is a disparate finding from a lot of the literature that exists, particularly in the United States. In Canada, neighborhoods with a lot of immigrants have higher retention rates. So in the United States, the classical segregation literature suggests that immigrants, once they settle into American society, will want to get away from one another and try to settle into mainstream U.S. society. That's not happening in Canada to the same extent. In Quebec, OLMCs help retain immigrants in general. So there's something about OLMCs that acts as a magnet for all immigrants. It's slightly less true for Anglophone immigrants, which is, if anybody has any insights as to why that might be the case, we'd love to hear them. But overall, magnets. In the rest of Canada, and I think this is a great find, OLMCs retain not only all immigrants, but also, and particularly, Francophone immigrants. So they're more likely to stay in an OLMC because they're Francophone, and they're even more likely to stay in that neighborhood because they themselves speak French. So this has taken us in a few directions, and we're unlikely to be able to pursue all of them, but I will discuss some of our next research ideas briefly. I think we all know, I think most would acknowledge, particularly with low fertility rates, that immigration is a key part of the vitality of OLMCs. The question is, how critical? How dependent will OLMCs be on immigration in the future? Second, are many OLMCs in decline overall, and immigrants are simply following the broader population?
Or will immigrants continue to displace people that are leaving OLMCs? Across Canada, there is a lot of secondary migration underway at the moment. Not that long ago, it was westward. Now, with the price of oil dropping, it is the opposite of westward to some extent. But will that keep up? Probably not. We're going to see more movement when the price of oil goes up again. So the people that are moving west may be coming from OLMCs, non-OLMCs, etc. And a question we might ask is, to what extent can we depend on immigrants to fill the gap? Finally, and this is more of a statistical model specification type question, to what extent is the OLMC effect genuine? So do people choose to move to OLMCs because they think living in a Francophone minority community is important and therefore they're likely to stay there anyway? Or do they move there, realize how important the Francophone minority community characteristics are, and then choose to stay around? So is it the OLMC drawing people in, or were these people that were likely to stay already anyway? Finally, and I don't have it here, one of the big questions I think that comes out of this research is, what role would students play in this whole process? Because what we have is an awful lot of students coming in, and we have a federal government that plans to increase the number of international students. Where will these people end up? How many of them will stay in Canada? And what are the odds that they're going to live in an OLMC once they choose to convert to permanent status? Thank you. Thanks very much. Very provocative research, I think, and interesting, the idea of poaching from one another's OLMCs, which happens now, right? C'est effectivement le cas. Il y a beaucoup de migration déjà au Canada. Et comment est-ce qu'on pourrait mieux viser cela? So, we will move, sorry, j'ai oublié. J'ai tellement l'habitude de parler dans les deux langues. Alors, notre prochain panéliste est Denis Prudhomme, qui va nous donner le point de vue d'un homme d'affaires de Saskatchewan. Alors, merci beaucoup. Bon après-midi, mesdames et messieurs. I was glad that somebody spoke English. Si je me barre en français, peut-être je vais m'expliquer en anglais, mais en tout cas, j'aimerais premièrement remercier Ronald Labrec et son équipe de la Saskatchewan pour le bon travail qu'ils font à nous aider à intégrer les nouveaux arrivants, et aussi à Ida Kamariza qui est ici de la CFA d'Edmonton. J'ai eu l'honneur de travailler avec elle la semaine dernière pour intégrer une couple de Mauriciens qui sont arrivés. Et aussi, j'aimerais remercier Chantal Lallery pour sa confiance de m'inviter ici encore aujourd'hui. Mon background est, j'étais entrepreneur pendant plusieurs années. J'étais propriétaire de la plus grosse compagnie de transport dans l'ouest de la Saskatchewan, et j'avais une entreprise d'entreposage et de logistique. Et comme on le sait, les camionneurs qualifiés étaient difficiles à rechercher au Canada en ce temps-là. Et je devrais vous dire aussi que j'ai vendu mon entreprise en 2007. Moi, j'avais été à l'étranger pour recruter des camionneurs parce que, comme je disais tantôt, on ne pouvait pas en trouver au Canada ici des camionneurs qualifiés. Et ça avait changé ma compagnie au point que je suis venu à bout de vendre ma société parce que j'avais une pipeline de chauffeurs qualifiés. Mais ça fait que la raison que je vous montre ça, c'est parce que j'ai été sur les deux côtés de la clôture. J'ai été employeur et maintenant je suis recruteur. Et la majorité du temps, quand on dit recruteur ou consultant en immigration, on regarde comme c'est poison ou quelque chose comme ça, hein? Parce qu'il y a eu assez de fraude à toutes les... Je travaille pour environ 60 clients dans l'ouest du Canada, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Et la partie la plus difficile de ma job, c'est de convaincre un employeur que je suis réel, que je peux actuellement leur aider. Et aussi, peut-être en partant, j'aimerais... On a entendu beaucoup de différentes choses aujourd'hui, mais j'aimerais à définir un Canadien. Un Canadien, c'est un immigrant avec de l'ancienneté. Ça fait que... Anyway,
on a eu beaucoup de succès avec notre société. On a commencé à faire des projets. Après que j'ai vendu mon entreprise, j'ai aidé à des entreprises ici et là à aller à l'étranger, à chercher des travailleurs. Mais en 2011, l'ACF en Saskatchewan nous a approchés pour aller leur aider, nous a embauchés pour leur aider à attirer des employeurs pour aller dans les pays dont la langue française, des pays francophones, pour attirer des travailleurs. Ça fait que de la part de 4 ou 5 différents employeurs, on a été à l'île Maurice avec l'ACF. On a fait du recrutement. On a été dans les écoles de métier. On a visité tout ça pour comprendre exactement le talent qu'il y avait là et aussi pour vérifier l'anglais parce qu'on sait que c'est essentiel. Et je pense que si on emmène quelqu'un au Canada qui parle pas l'anglais, je pense que le potentiel de succès est tellement réduit que c'est presque... C'est comme amener quelqu'un d'un pays pauvre et qui va être pauvre ici au Canada. Ça fait pas de sens. Ça fait que tant qu'à moi, et moi je suis très candide parce que j'ai expériencé les deux. Ça fait qu'anyway, on avait fait un peu de recrutement à l'île Maurice et depuis ce temps-là, on a recruté beaucoup de francophones qui sont venus s'installer en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Et en chiffre brut, depuis 2011, on a mis de 450 à 500 personnes en Saskatchewan, francophones en Saskatchewan. Et ça inclut les familles, non seulement que les travailleurs. Et en Alberta, on a commencé l'an dernier et on a rendu proche de 100 maintenant. Ça inclut les familles aussi. Et c'est dans toutes les communautés pas mal répandues partout à travers le Saskatchewan. Au Manitoba, on a mis à peu près une douzaine. Et à Abbotsford, en Colombie-Britannique, il va en avoir environ 60. Ça fait que notre succès dépend de faire ce qu'on fait mieux que nos compétiteurs. Ça fait que pour assurer le succès, parce qu'on fait venir des gens d'à travers le monde. Ça fait que pour assurer le succès, il faut évaluer les compétences linguistiques, techniques et pratiques, les connaissances, en fait d'éducation, l'expérience. Et les traits de comportement sont très importants pour les intégrer dans le milieu du travail. Les éléments culturels sont très, très importants. Et on fait une évaluation sur toutes les sociétés qu'on s'embauche avec. On va dans le milieu du travail et on parle aux gens qui ont passé 10, 15 ans là pour savoir exactement comment est-ce que la société est gérée et c'est quoi les caractéristiques de la culture au travail. Et tant qu'à moi, ça a été un de nos attributs de notre succès. Et notre recrutement est basé sur le maintien de poste, la rétention. Et comment est-ce qu'on fait pour retenir, et on a entendu toutes sortes de choses qu'on peut faire aujourd'hui pour retenir un bon employé. La meilleure manière de garder un bon employé, c'est de se débarrasser d'un qui est pas bon, premièrement. Ça fait c'est là que ça commence, disons. Et aussi, l'autre chose, c'est l'intégration dans la communauté qui est très, très important. Et les services comme l'ACF, l'ACFA et les autres réseaux de support communautaire, c'est tout basé sur les meilleures pratiques. Mais on dit que ça prend une communauté pour intégrer un enfant, ça prend une communauté pour intégrer une famille. Et c'est important. On se promène partout au monde. On va pas seulement à l'île Maurice ou en France ou en Belgique. On va en Ukraine, on va en Roumanie, en Hongrie, au Zimbabwe, en Amérique du Sud, au Guatemala, au Mexique. On va partout au monde presque. Et le Canada a toujours eu une réputation et une préférence pour les immigrants. La destination de préférence pour les immigrants. Et je pense que petit à petit, on est après perdre ça. Il y a beaucoup d'autres pays qui recrutent dans les mêmes pays qu'on recrute. Il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande. Il y a même la Chine qui commence à recruter en dehors de la Chine pour les métiers, pour les skills. Ça fait que je pense qu'il faut assurer qu'on garde notre réputation qu'on a établie.
aussi, ça fait que quand je pense ou quand je parle de notre succès à l'île Maurice, on avait une entente trilatérale avec le gouvernement de l'île Maurice, l'ACF, Prud'homme International, et on avait spécifié le rôle de chaque partie. Et c'est comme ça que je pense qu'on a eu tant de succès, parce que chacun avait son rôle, et c'était très clair. Et quand ça vient à la rétention, ceux qui sont contents où ils travaillent et vivent restent en place. People don't quit jobs they love. Ça fait qu'il faut développer des stratégies efficaces et soutenables pour gérer la migration et l'intégration. Des stratégies qui établiront la norme pour développer le Canada du futur et la francophonie du futur. Il faut comprendre les obstacles et les barrières culturelles. Il faut établir et développer des bons programmes d'information avant le départ des immigrants dans leur pays d'origine. On fait une orientation pré-départ avec toute la famille avant qu'ils partent de leur pays d'origine. Et comme ça, il n'y a pas de surprise. Quand ils arrivent au Canada, ils ont eu des photos de l'endroit d'où ils vont travailler, l'endroit qu'ils vont demeurer. Tout est mis sur la table avant de partir. Et même l'époux. Parce que le travailleur, lui, attend rien que ce qu'il va attendre. L'époux, elle attend ce qu'il faut entendre. Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait que ça a été une chose qui a été très importante. Parce que récemment, j'étais ici à Ottawa, j'ai fait des entretiens avec des étudiants internationaux du campus de l'Université de Guelph, à Alfred, ici en Ontario. Et il y avait une douzaine de candidats. Et dans ces 12 candidats que j'ai fait des entretiens, il y en a seulement un qui parlait anglais assez bien pour avoir un emploi au Canada. Et tous ces étudiants-là avaient leur résidence permanente. Aucun d'eux avait un emploi, ou même une possibilité même. Ça fait et puis ils avaient pris un cours pour remonter leurs skills, ainsi de suite. Ça fait que résidence permanente, c'est bien, mais s'ils ne peuvent pas se trouver d'emploi, qu'est-ce que ça vaut? On emmène des gens ici et je leur demandais, pourquoi vous êtes venus au Canada? Ils ont dit, l'ambassade chez nous dit que le Canada, c'est une terre d'opportunité et il n'y a aucun problème. Ça fait qu'ils viennent ici avec des exigences fausses et puis ils ne se trouvent pas d'emploi. Ça fait que, tant qu'à moi, c'est pas l'idée de nos programmes d'immigration. Ça fait que, il y a aussi notre clientèle, l'entrée express, ils comprennent pas ça. Comme aujourd'hui on a été expliqué, c'était assez clair, ça n'a pas d'allure. Mais anyway. Eux autres, comme il a été discuté souvent ici aujourd'hui, mes clients, ils veulent un processus, donc ils peuvent avoir l'opportunité d'intégrer les travailleurs. Ils veulent pas quelqu'un qui a une résidence permanente, qui peut traverser la rue pour $1 plus de l'heure la semaine prochaine. Je pense que, et disons que l'avantage significatif français, c'était un des meilleurs programmes. On s'en est servi, on a emmené tous ces Mauriciens, les Tunisiens, les Marocains, les Français avec ce programme. Et ils sont tous ici au Canada, ils travaillent tous. Tant qu'à moi, si quelque chose fonctionne bien, il faut le briser. C'était une des choses, tant qu'à moi. Et aussi, on a, partie de notre équipe, on a une consultante en immigration. Et elle faisait application pour un LMIA il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, pour quelqu'un dans le nord de l'Alberta. Et elle faisait l'entretien avec la personne à EMDC, whatever, HRSDC, ça va coutume de s'appeler. Puis les questions qu'elle se faisait demander by the officer, tant qu'à moi, c'était ridicule. Elle lui demandait, elle et son mari appartiennent à une shop de débosselage dans le nord de l'Alberta. Elle me dit, pourquoi vous avez besoin d'un travailleur? Ton mari peut pas faire ça? Des choses comme ça, tu sais. Ça avait pas d'allure. Tant qu'à moi, c'est pas comme ça que le programme est dessiné. Fait que
quand je vois ça, moi, ça me dit qu'ils n'ont pas la formation nécessaire pour faire les approbations nécessaires. Ça fait que, et c'est pas de faire, c'est comme ça que ça va habituellement. Maybe now is when I should say your time's almost up. Pardon? Votre temps est presque écoulé. Oui. La majorité des gens qu'on emmène, c'est tous des métiers. Et un des plus gros défis, c'est le seau rouge. En Saskatchewan, on n'a pas le seau rouge, on n'a pas besoin du seau rouge. En Alberta, on a le seau rouge. En autre province, c'est quelque chose d'autre. On n'a pas une uniformité. On n'a pas un programme uniforme à travers le Canada. C'est comme on est tous des pays différents. Et ça fait que, parce qu'on a des pays partenaires qui veulent embaucher des formateurs canadiens pour enseigner les métiers au niveau canadien. Mais qu'est-ce qu'on fait? On enseigne-tu au niveau de la Saskatchewan, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique? On engage-tu 10 ou 12 différents formateurs? Tu sais, ça fait pas de sens, tant qu'à moi. Ça fait que ça, c'est un gros défi. En Alberta, ça prend 6 mois pour avoir la pré-certification. Ça fait que ça l'ajoute encore au processus. C'est les choses qu'on voit, nous, dans notre expérience, qui sont clés à l'intégration au milieu du travail, c'est la langue. C'est la première chose. La langue, les compétences nécessaires. Si les gens, n'importe d'où ce qu'ils viennent au monde, s'ils ont ces deux choses-là, ils ont une bonne chance de réussir. Et aussi, au début, la volonté de faire ce qui est nécessaire pour s'intégrer. Et dans les communautés, ça dépend. On a emmené des gens dans des toutes petites communautés en Saskatchewan. Et on n'a pas réalisé que la nourriture culturelle, parfois, c'est un défi. La religion, c'est un autre défi. Pas capable de pratiquer la religion. Ça fait qu'est-ce qui va arriver? Ils vont déménager dans les gros centres. Accès au sport. Comme la majorité des Africains nous battent au soccer. Être introduit à la communauté divers, non seulement qu'à la communauté francophone, mais divers. Parce que ça prend toute une communauté pour intégrer ces gens-là. Et aussi l'aide à la recherche d'emploi pour l'épouse, comme l'ACF et l'ACF font. Aide pour procurer un permis de conduite. Un permis de conduite dans l'ouest du Canada, c'est nécessaire, même dans l'est. Et aussi, faire un suivi fréquent après qu'ils sont arrivés. Comme ça, s'il y a des défis, on peut leur aider. Ça fait que notre stratégie, nous, comme recruteurs, c'est d'être reconnus comme la meilleure société de recrutement consultant en immigration. Nous embauchons non seulement les travailleurs, mais nous rétablissons des familles. C'est notre focus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, il faut toute une communauté pour mieux intégrer nos immigrants. Et en voilà, un immigrant. J'ai le plaisir de vous présenter Monsef Lacroise, qui est de l'Université de Moncton, qui va nous raconter sa vie personnelle, si j'ai bien compris. En 15 minutes. Parce qu'il est très jeune. C'est ça. Alors, c'est pas évident lorsqu'on m'a demandé de venir vous parler dans le fond, résumer mon parcours de 11 ans en 11 minutes. Fait que, une année, 1 minute. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je salue Denis, parce que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve. On s'est retrouvés à la conférence ministérielle de la francophonie canadienne. C'est un employeur modèle, convaincu et convaincant. Puis ça nous prend pas mal comme lui ici pour, dans le fond, si on a tous ces employeurs comme toi, on n'aura pas de problème. Il y aura pas de réflexion aujourd'hui. Alors, dans le fond, ce que je vais vous parler, oui, c'est... je vais pas parler de mon parcours, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ceux et celles qui me connaissent pas, vous avez une petite place où ce que ma biographie est là. Certainement prendre connaissance. Si vous avez des questions, vous êtes curieux, venez me voir après, puis ça me fera énormément plaisir de vous entretenir là-dessus. Mais je vais vous parler de quelque chose qui me tiennent très à cœur et que j'ai entendu aujourd'hui souvent. J'ai entendu les étudiants internationaux, j'ai entendu aussi de tout l'aspect économique, puis je vais faire des arguments là-dessus.
que pour moi, c'est extrêmement important. Lorsqu'on parle des étudiants internationaux, j'en suis moi-même, étudiant international en 2004 à l'Université de Moncton, résident permanent en 2008, citoyen canadien en 2014. J'ai fait tout ce processus pour moi-même, donc ma famille est encore au Maroc au moment où je vous parle. J'ai pris ma décision tout seul de venir étudier ici à l'Université de Moncton, je veux dire pas ici, mais au Canada à l'Université de Moncton, et j'ai assumé toutes les conséquences qui viennent avec. En ce qui concerne les photos, moi, par exemple, j'ai pas vu les photos de l'hiver. J'ai juste vu qu'il faisait extrêmement beau. J'ai vu du gazon vert partout. J'ai décidé de venir. Avoir su, j'aurais pris d'avoir réfléchi 2 fois. Mais bon, 11 ans plus tard, on est encore là, puis on adore l'hiver. En ce qui concerne, si on regarde les statistiques sur les étudiants internationaux, les pays de l'OCDE, Organisation de la coopération et du développement économique, en 2000, on parlait de 2 millions d'étudiants internationaux. En 2011, on parlait de 4 millions d'étudiants internationaux. En 2025, on parlait de 6 millions d'étudiants internationaux. Donc, un bassin incroyable. Pour la nation comme la nôtre, notre fédération, on parle d'une assiette fiscale de 7,6 milliards par année. 1 milliard de dépenses pour la province du Québec. On parle de 86 400 emplois directs et indirects. Et on parle de, je veux dire, pas juste moi, là, on est 265 000 au pays. De partout des nations. Une diversité incroyable. Et moi, j'entends qu'il faut faire de la promotion, de recrutement des résidents permanents à l'international. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais il y a un bassin incroyable des étudiants qui ont engagé non seulement du temps, de l'argent, des choses incroyables pour tisser des liens avec la communauté d'accueil. Il y a des gens qui sont mariés, des gens qui sont des enfants, il y a des gens qui adorent leur communauté. Mais quand ça vient au processus de résidence permanente, ça devient extrêmement compliqué. Moi-même, j'en ai fait un petit peu la preuve parce que j'étais un défenseur des étudiants internationaux en 2005. J'ai organisé une conférence où j'ai invité les gens qui décident un petit peu de l'immigration, puis j'ai invité tous les étudiants de l'Université de Moncton pour dire, on va parler d'immigration. On a passé 1 heure à nous expliquer où est-ce qu'on recrute les étudiants, les résidents permanents à l'international, la Chine, la Corée, le Maroc, la Tunisie, etc. Puis il y avait à peu près 500 personnes dans la salle, puis il n'y en a pas 1 minute qu'on leur a adressé pour dire vous êtes potentiellement le futur. C'est très inquiétant et on le vit encore. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai quitté la province du Nouveau-Brunswick et j'ai été immigré au Québec parce que c'était beaucoup plus facile. Quelques années plus tard, je reviens au Nouveau-Brunswick parce que j'ai pas lâché le morceau, là. Puis l'objectif, dans le fond, c'est d'essayer de convaincre les politiciens et les instances locales qu'il faudrait qu'on s'engage un petit peu dans le discours des étudiants internationaux. Une province comme la mienne, où ce que je vis, Cyril est extrêmement au courant des statistiques. Je vous apprends pas. Aujourd'hui, on est à Ottawa, il y a plus d'1 million de personnes dans cette ville. Moi, je vis dans une province où on est 755 000. On a une population active de 300 000, si je ne me trompe pas, puis on essaie de mieux qu'on peut faire. On a une population des plus vieillissantes dans le pays. On a l'exode des jeunes, on en perd 997 par année. On a vraiment une situation extrêmement inquiétante, puis un taux de natalité qui est des plus bons, si je ne me trompe pas, au pays. Puis avec ça, on va le combattre avec 625 résidents permanents par année. Alors, on en perd 997 par année, puis on récupère 625. Sur les 625, on a un taux de rétention de 60%. Alors, lorsqu'on parle de l'immigration, je comprends que l'immigration ne date pas d'hier. Ce pays a déjà reçu en 1913 à peu près 400 000 personnes. Les années 70, les années 60 et ainsi de suite. On parle l'année dernière, on a reçu 260 000 personnes, puis c'est comme un record. Non, c'est pas vrai. Retournons dans le passé et regardons qu'est-ce qu'on a fait. Il y a des choses qu'on a faites extrêmement bien, puis on devrait revenir potentiellement pour voir c'est quoi les histoires de succès et les répéter. Sur l'agrément économique, vous parlez beaucoup des employeurs. Je comprends que ça prend une part importante de la conversation. Il y a un concept, dans le fond, qu'on regarde, puis je lance un petit peu le message aux gens qui s'intéressent aux agents des établissements comme le café, etc. J'ai présidé moi-même une agence d'établissement, puis je suis vice-président du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Puis pour moi, c'est difficile lorsqu'on parle du marché caché, puis on parle de 80% des emplois qui se transgisent dans le marché caché. C'est difficile de demander à une personne qui fait du 9 à 5 de trouver un emploi pour un immigrant. La raison pour laquelle, c'est que dans ma province, où ce que j'habite, dans le fond, c'est qui tu connais, c'est who you know. Okay? Et si tu connais pas de personne, tu peux pas arriver à un emploi. Et on peut pas demander à une personne que elle-même a de la misère à se trouver un emploi, excusez l'expression, que si elle a trouvé un emploi du 9 à 5, elle peut pas sortir à l'extérieur, puis faire un petit peu de réseautage avec les personnes, les introduire, main dans la main, puis c'est comme ça que les échanges de font au Nouveau-Brunswick, puis je pense que c'est un petit peu partout. Et on peut pas demander à des personnes qui font déjà du 40 heures semaine de faire des heures supplémentaires, d'aller assister à des 5 à 7, des petits déjeuners, etc., des banquets, des galas.
On peut pas demander. Alors, je vous lance la réflexion. Aujourd'hui, on est dans le domaine de la réflexion sur l'immigration. Je vous lance la réflexion dans le fond. Il faudra trouver une façon plus efficace et efficiente de travailler sur l'aspect de l'employabilité sans pour autant que ça se fasse dans des bureaux fermés. Parce que le réseautage, c'est une question extrêmement clé, une question importante. J'en ai entendu, j'en ai vu des histoires. J'en ai vécu moi-même. Okay? Alors, avant d'être, je veux dire, président de la Fédération étudiante, représentant 4000 personnes, j'ai fait toutes sortes d'emplois. Je veux dire, juste pour vous clarifier que c'est pas évident pour une personne qui arrive de l'international de se trouver un emploi à 6 chiffres par année. Là. It ain't happening. Okay? Ça arrive pas d'une journée à l'autre. C'est un processus, c'est une journée, là, et non pas une destination. J'ai vu et j'ai entendu des histoires où des enfants s'occupaient des parents parce que les parents n'étaient pas en mesure de trouver des emplois dans leur... Juste des emplois, pas juste des emplois dans leur domaine d'études. On va même pas rentrer là-dedans. J'ai vu des enfants ne pas mettre leur rêve d'accéder à l'université parce que justement ils doivent supporter la famille. J'ai vu des parents quasiment dans une situation vulnérable où ils dépensent sur les enfants pour vivre. Mais pensez là-dessus. Before you judge a man, put yourself in his shoes. Des parents qui, dans leur pays, réussissaient énormément, étaient de modèles de succès pour les enfants et aujourd'hui dépendent sur leurs enfants pour vivre. Okay. Je pense pas que n'importe quelle personne ici parmi vous voudrait être dans cette situation. Puis on parle des personnes qui sont extrêmement compétentes. L'immigration au Canada est très sélective. On fait venir la crème de la crème. Mais je voyage beaucoup. Puis je prends, je veux dire, la peine de demander aux gens, puis les gens, c'est pas juste pour être cliché, là, c'est pas pour généraliser, mais je tombe sur des gens extrêmement incroyables qui assument le trajet entre chez moi et l'aéroport à travers un taxi. J'ai vu des médecins qui ont dû reprendre leurs études à zéro, parce que éventuellement le corps humain a changé au Canada. Alors, juste pour vous dire que le côté d'employabilité, c'est quelque chose qu'on prend extrêmement à cœur. Il y a une chose qu'on ne devrait pas négliger. On ne devrait pas trop... Oui, c'est très, très, très important de considérer l'élément de l'employabilité, mais il ne faut pas négliger l'élément de l'entrepreneuriat aussi. Très important. Parce que ça prend des gens qui créent des emplois pour d'autres à suivre. OK? Sur 2 aspects. Il faut savoir que les gens qui sont en affaires aujourd'hui au Canada, c'est les immigrants de première génération, que lorsqu'ils sont venus, ils étaient incapables de trouver des emplois dans leur domaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé des entreprises et ils réussissent extrêmement bien. Okay? 30% de la richesse qui est générée aux États-Unis sur la Silicon Valley est créée par des immigrants. Okay? Alors, pourquoi pas reproduire ce même modèle ici? Okay? C'est plus les grandes entreprises qui créent de la richesse, c'est les start-up, c'est les nouvelles compagnies. Puis il faut que ça soit démarré par des entrepreneurs, que ce soit la première génération ou la 2e génération. Élément très important. Il faut que les étudiants internationaux comprennent que, puis là on parle d'éléments de la rétention, que les étudiants internationaux comprennent que tu fais tes études à l'université ou au collège, et si pour X raison tu n'arrives pas à trouver un emploi, on va s'investir en tant que communauté, puis on va t'aider, on va développer les moyens, les outils pour que tu puisses te lancer en affaires. Si on se lance en affaires, on a beaucoup plus tendance à créer des liens avec la communauté qu'une job. Parce qu'une job, elle est transférable, elle peut se faire quitter, je peux changer d'avis, je peux la décesser. N'importe quoi. Mais quand je me lance en affaires, je développe des liens avec cette communauté et ça devient la mienne. On parle de sentiment d'appartenance. Donc, l'élément avec lequel que je voudrais aussi vous parler, c'est le dernier élément que je vais clôturer avec, c'est l'élément politique. On ne prend pas ça en considération. Souvent, on ne parle pas de politique, mais j'ai décidé de l'introduire aujourd'hui parce que c'est très important. Philomène l'a mentionné ce matin sur le droit de prendre la parole et de se faire entendre. En ce qui concerne la politique, présentement, je suis en train de mener une réflexion, toujours dans le domaine de la réflexion, dans la province du Nouveau-Brunswick, sur la possibilité d'accorder le droit de vote aux immigrants au niveau municipal. Vous êtes en train de me regarder, oui, c'est faisable, ça se fait ailleurs, puis ça peut se faire chez nous aussi. Pour la simple raison que un immigrant vient. On sait exactement au Canada qu'est-ce qu'on veut des immigrants. Mais moi, la question que je pose toujours, qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour qu'est-ce qu'on veut? Et l'élément qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi ne pas utiliser l'élément de la politique pour développer l'appartenance des immigrants. Dans la mesure où je m'explique. Un immigrant qui vient dans une communauté a le droit de se lancer en affaires, a le droit d'acheter une maison, il paye ses impôts, ses taxes, etc. Mais quand c'est le temps, une fois par 4 ans, de se prononcer sur les enjeux locaux, il ne peut pas le faire. Alors, on dit que les résidents permanents ont les mêmes droits que les Canadiens, sauf pour le droit de vote, mais pourquoi? Lorsque je paye les mêmes taxes, lorsque mes enfants vont à la même école, lorsque je crée une compagnie, lorsque je crée de la richesse, lorsque je participe, lorsque je travaille, lorsque je fais tout
qu'on me demande de le faire, et lorsque c'est le temps, que j'exerce mon droit parce que je suis pas content sur telle situation ou parce que je tiens à cœur les enjeux de ma communauté et je veux aussi contribuer, ben, je peux pas le faire parce que j'ai pas ce droit. Je vais commencer à l'avoir une fois que j'ai mon certificat de citoyenneté. Le certificat de citoyenneté dit absolument rien parce que la citoyenneté commence au niveau local. Elle n'est pas au niveau fédéral. OK? Alors ça, c'est un élément à considérer extrêmement bien parce que quand je dis se prononcer sur leur droit de vote, je dis aussi, la question qui se pose avec, c'est est-ce qu'un immigrant peut se lancer aussi en politique municipale? Est-ce qu'il peut se présenter? Bien, c'est aussi des réflexions qu'on devrait avoir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si des gens qui viennent à leur communauté, ils s'impliquent, ils s'investissent, ils tiennent à cœur, deviennent des meilleurs ambassadeurs. Puis, cet élément est extrêmement important à mon avis parce que l'immigration, à mon avis, c'est comme l'éducation, c'est comme la santé. C'est un projet collectif. C'est plus juste venez, travailler, ayez des enfants, payez vos taxes, merci, bonsoir. Non. C'est pas ça. Ça devrait pas être comme ça. Le Canada est un pays inclusif. Le Canada est un pays tolérant. Le Canada est un pays transparent. Le Canada est un pays de démocratie. C'est la destination des familles qui ont choisi de venir ici parce qu'ils ont laissé tout ce qui est pas correct derrière eux. C'est des gens qui se sont investis, qui ont tout laissé. Il y a des gens qui ont tout vendu pour venir participer au rêve canadien. Puis, on ne veut pas qu'ils réalisent qu'il y a des barrières à l'entrée. On veut qu'ils deviennent des citoyens engagés, qui contribuent, qui, je veux dire, démocratiquement parlant, politiquement parlant, économiquement parlant, socialement parlant, culturellement parlant, dans tous les aspects, de A à Z. Alors, cette bataille qui a commencé en 2004 en tant qu'étudiant international va toujours demeurer et continuer en tant qu'aujourd'hui citoyen canadien engagé. Et si je dis ça, si je fais ça pour la simple mesure que je dis toujours aux gens, demandez-moi pas qu'est-ce que je fais, mais demandez-moi pourquoi je le fais. Je pense que comme Samuel Le Champlain le disait, quant à moi, je veux dire, je veux juste le citer d'une certaine façon, mais son objectif c'était de créer le chemin que d'autres suivront. Alors c'est ça qu'il faut faire. En tant qu'immigrant, en tant que citoyen, je vous salue énormément je veux dire, pour le travail que vous faites. Vous êtes des soldats, je veux dire, très engagés. Et si vous êtes aujourd'hui, c'est pour rendre, je veux dire, l'avenir des immigrants un environnement meilleur et rendre aussi, en conséquence, ce pays une meilleure place parce qu'on n'est pas les seuls à vivre le problème de la démographie. Il y en a d'autres, mais je vous salue pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup.